Voici les questions que l'on peut vous poser concernant l'arrière du véhicule. On peut vous demander de faire fonctionner l'essuie-glace arrière. Vous devez indiquer qu'ils doivent essuyer la vitre sans laisser de traces et vérifier périodiquement la raclette en caoutchouc. Elle ne doit être ni détériorée ni déchirée. Concernant les feux arrière, on peut vous demander d'allumer des feux. Vous pouvez allumer tous les feux vous-même, sauf un. Vous devrez demander de l'aide à votre accompagnateur pour qu'il tienne la pédale de frein appuyée. Les feux à l'arrière sont le stop arrière pour freiner. Il se situe sur cette ligne. Le feu de position. Il se situe sur la ligne au-dessus. Le clignotant, juste en bas. Ensuite, le feu de recul. Il n'y en a qu'un sur ce modèle. Et il se trouve ici, du côté droit. Du côté gauche, vous trouvez le feu anti-brouillard. Là aussi, il n'y en a qu'un. À l'arrière du véhicule, on peut aussi vous demander de vérifier la plaque d'immatriculation, ainsi que son éclairage. Vous devrez, pour allumer l'éclairage qui se situe au-dessus de la plaque d'immatriculation, ici et là, vous devrez allumer les feux de position, ce qui aura pour effet d'allumer en même temps la plaque. Ensuite, vous devrez donc montrer à l'inspecteur que l'éclairage se situe ici et en dessous et qu'il fonctionne. Et que la plaque est en bon état et donc visible de loin. Toujours à l'arrière du véhicule, on peut vous demander aussi de montrer les catadioptres ou dispositifs réfléchissants. Ils se situent à l'arrière du véhicule, donc dans les coins en bas à droite et bien sûr à gauche aussi. Leur rôle est simple. Ils doivent montrer la position de la voiture la nuit lorsqu'elle est stationnée sans avoir besoin de laisser les feux allumés. Les phares des autres véhicules, lorsqu'ils se projettent dans ces réfléchisseurs, les font briller et donc attirent l'attention des autres conducteurs. Concernant le coffre, vous pouvez indiquer que la roue de secours se trouve sous le tapis du plancher, avec le nécessaire pour changer cette roue. Si vous devez transporter une lourde charge, à ce moment-là, vous devez surgonfler les roues, comme nous l'avons vu précédemment sur l'étiquette, équilibrer la charge, c'est-à-dire que vous essayez de répartir le poids un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre, pour que cela ne perturbe pas la voiture dans les virages. Si vous devez changer une ampoule sur un feu arrière, il faudra ouvrir cette trappe et dévisser le bloc optique pour pouvoir l'extraire par l'extérieur.
sur la face avant, comme pour l'arrière. L'inspecteur est susceptible de vous demander d'allumer des feux et de montrer leur bon fonctionnement. Là encore, vous les allumerez vous-même, lui montrerez qu'ils fonctionnent, qu'ils ne sont pas cassés et qu'ils sont propres. Ici, vous trouverez les feux anti-brouillard avant. Il y en a deux. Un à droite, bien sûr, et un à gauche. Le reste des feux, feux de position, de croisement, de route, ainsi que les LED, se situent dans les blocs optiques plus haut. Regardons en détail la disposition du bloc optique. Le feu de position en lui-même n'existe pas en tant que tel. Sur la Clio 5, ce sont tout simplement les LED, les feux diurnes, qui font office de feux de position. Ce sont ces lignes. Ils s'allument dès que vous mettez le moteur en marche. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux, vous ne pouvez pas les éteindre. Et la nuit, ils font office de feux de position. Ils ont le double rôle. Le clignotant se situe sur cette ligne. Feu de route, il se situe dans cette zone. Pour le feu de croisement, cette zone. Et bien évidemment, c'est la même chose pour le feu de l'autre côté. Toujours concernant les feux. Si l'inspecteur vous demande de vérifier les clignotants, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, vous êtes censé les allumer, bien sûr, et donc montrer leur bon fonctionnement. Évidemment, vous montrerez les clignotants à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Mais n'oubliez pas, il n'y en a pas deux de chaque côté, mais trois. N'oubliez pas ce qu'ils appellent le répétiteur latéral. C'est tout simplement le clignotant qui se situe ici dans le rétroviseur. Maintenant, nous allons nous intéresser au compartiment moteur. Pour ouvrir le capot, vous devez tirer sur ce levier qui se trouve au plancher, à côté des pédales. Ici, vous avez la pédale d'embrayage et juste à côté, le levier. Pour plus de commodité, il est préférable d'ouvrir la portière conducteur pour pouvoir l'actionner. Une fois que vous avez déverrouillé le capot, il vous reste une dernière sécurité à actionner. Ce levier. Il suffit de le pousser vers la gauche. Et en même temps, soulever le capot vers le haut. C'est une sécurité qui sert lorsque le capot est mal fermé pour éviter qu'il s'ouvre lorsque vous roulez. Une fois que vous avez levé le capot, il ne vous reste plus qu'à déclipser cette tige qui se trouve en position normale sous le capot. Vous la déclipez
la faites basculer et la placez dans son logement qui se situe ici. Ensuite, l'inspecteur peut vous demander de lui montrer un organe mécanique. Ceux qu'il peut vous demander sont les suivants. La batterie, qui se trouve ici. On peut vous demander comment on peut dépanner une voiture dont la batterie est déchargée. La réponse est simple, vous devez utiliser des câbles que vous allez brancher à une autre batterie. Tout simplement, le plus sur le plus de cette batterie avec le plus de l'autre et le moins sur le moins de l'autre batterie. On appelle ça un montage en parallèle. Ou bien tout simplement changer la batterie. Juste à côté, ici, le liquide de frein. Son rôle, bien sûr, est de permettre le freinage au niveau des roues lorsque vous appuyez sur la pédale. On peut vous demander quelle est la conséquence si il venait à manquer du liquide dans ce bocal, à cause d'une fuite par exemple. La réponse est simple, la voiture ne freine plus. Ici, le bouchon d'huile moteur. À vérifier, moteur froid et voiture à plat. C'est plus simple pour vérifier un niveau. La jauge se situe sous le bouchon. La jauge est la tige qui permet de voir le niveau. La question que l'on peut vous poser est quelle est la conséquence s'il venait, là aussi, à manquer de l'huile moteur? La réponse est simple. Votre moteur risque de casser. Vous imaginez que c'est bien une panne qui risque d'être définitive. Ici, le bocal de lave-glace. Son rôle est simple, bien sûr. Garder du liquide pour pouvoir laver le pare-brise au besoin. Il est déconseillé de mettre de l'eau, tout simplement parce que l'hiver, cette eau risque de geler. Et vous imaginez bien qu'avec de la glace dans ce bocal, ça risque de le faire fuir ou de le briser. Par contre, le niveau est sans importance. Vous pouvez, au mieux, le remplir à ras-bord. Ici, le liquide de refroidissement. Son rôle est de refroidir le moteur, de récupérer la chaleur du moteur et de l'évacuer. Le problème, c'est que ce liquide, du coup, est très chaud, 90 degrés en moyenne. Son niveau doit se situer entre maximum et minimum, c'est indiqué sur le bocal, comme la plupart d'ailleurs des niveaux. Mais, pour refaire le niveau, à cause de cette chaleur, on doit attendre que le moteur refroidisse. Sinon, lorsque vous dévisserez le bouchon, vous risquez une projection, et donc de vous brûler. J'en profite pour vous montrer aussi les essuie-glaces qui se situent ici. Comme auparavant dans la vidéo, je vous indiquais que sur la partie arrière, on pouvait vous demander de vérifier le balai d'essuie-glace arrière, son bon fonctionnement, le fait qu'il essuie sans laisser de traces et que son caoutchouc n'est pas détérioré. On peut vous demander tout simplement la même chose avec les essuie-glaces avant. Vous n'aurez qu'à, là aussi, leur montrer. Et pour cela, pas besoin de lever le capot. Concernant les pneus, voici ce que vous pouvez indiquer. Ici, les 4 écrous pour maintenir le pneu fixé. Ici, la valve pour indiquer la pression des pneus.
ici ce que l'on appelle le flanc du pneu. Vous pouvez indiquer les choses de deux manières. Vous devez dire qu'il doit être soit en bon état, ou bien vous pouvez indiquer qu'il ne doit pas être ni déchiré, ni y avoir d'hernie. Une hernie, je vous le rappelle, est une sorte de bosse sur le flanc du pneu qui indique qu'il a reçu un puissant choc et l'a déformé. Si l'on vous demande de vérifier l'usure du pneu à l'aide du témoin d'usure, c'est simple. Vous devez regarder sur le bord du pneu cette petite indication que vous avez ici. Selon la marque du pneu, cela change. Sur ces pneus, vous voyez, c'est une simple petite bulle avec une croix. Sur les pneus de type Michelin, vous avez le petit symbole Michelin, le bibendum, le petit bonhomme en pneu, qui vous montre avec son doigt tendu un endroit du pneu bien précis. Sur d'autres fabricants, vous avez 3 petites lettres TWI avec une flèche. Quoi qu'il en soit, quel que soit le symbole en question, leur rôle, ici, c'est de vous montrer où se situe le témoin d'usure. Lui, c'est juste une indication. Le témoin lui-même se situe à l'intérieur de la grosse rainure, ici, juste en face. C'est une bosse à l'intérieur de la rainure qui vous indique lorsque le pneu est trop usé et qu'il est temps de le changer. Sur l'image, vous avez un pneu qui est neuf. Le témoin est au fond de la rainure. Et c'est tant mieux. Votre pneu est en très bon état. Au fur et à mesure qu'il va s'user, il va diminuer en épaisseur. C'est normal. Et le témoin à l'intérieur, une espèce de petite bosse, va finir par apparaître à la surface. Lorsqu'elle sera totalement apparue et qu'elle affleurera la bande de roulement du pneu, c'est-à-dire là où vous roulez, là où la voiture est posée, cela voudra dire qu'il est grand temps de changer le pneu. Je vous rassure, ce témoin, il n'y en a pas qu'un sur le pneu. Vous en avez tout le long du pneu, à 30 cm les uns des autres. Vous imaginez que s'il n'y en avait qu'un seul, et que par malchance il était sous le pneu, cela poserait de gros problèmes. Toujours concernant les pneus. La pression des pneus que vous devez effectuer au moins une fois par mois est indiquée soit dans la notice de la voiture, tout simplement, ou bien à l'intérieur de la portière du conducteur. Sur la Clio 5, l'étiquette se trouve à cet emplacement. Vous y trouverez les indications en barre sur la pression que vous devez mettre à l'avant, à l'arrière du véhicule et selon sa charge, s'il y a beaucoup de passagers ou de bagages. On peut vous demander aussi de montrer la sécurité enfant qui se trouve sur les portières arrière. Pour cela, vous devrez descendre du véhicule, ouvrir une porte à l'arrière et montrer ce petit loquet qui se trouve près de la serrure. Si vous actionnez ce loquet, des enfants à l'intérieur ne pourront pas ouvrir la porte. L'ouverture de la porte ne pourra être exclusivement faite que par des adultes à l'extérieur.
L'habitacle. Sur cette partie du tableau de bord, vous pouvez montrer, évidemment si on vous le demande, les aérateurs du véhicule. Les aérateurs qui sont réglables, ici par exemple, et les buses d'aération qui ne sont pas réglables. Par exemple, cette buse qui sert à désembuer la vitre latérale lorsque vous mettez le désembuage. Vous trouvez une buse ici, par exemple, une sous le tableau de bord pour les jambes, ou à la base du pare-brise. Je répète, aérateur réglable, buse d'aération. Concernant les airbags, vous en avez 4. Il vous suffit simplement de signaler qu'il y en a un pour le passager, un pour le conducteur au niveau du volant, vous le verrez par la suite, et un dans chaque siège au niveau du dossier des passagers avant, côté conducteur, côté passager à droite. Ça en fait donc 4. Je répète, airbag passager avant, airbag conducteur sur le volant et 2 autres airbags dans les sièges avant au niveau des dossiers. On peut ajouter, si l'on vous demande de vérifier les rétroviseurs extérieurs, vous leur montrez simplement qu'ils doivent être bien réglés, propres et pas cassés. Tout simplement. Et si on vous pose la question qu'est-ce que c'est un angle mort, vous indiquerez simplement que c'est une zone à l'extérieur du véhicule, sur les côtés, que l'on ne peut pas voir dans les rétroviseurs extérieurs. Et que bien sûr, pour voir cette zone, il faudra tourner la tête en vision directe. Concernant le pare-brise, la seule question qui peut vous être posée est quelles sont les précautions à prendre avant de démarrer. Vous répondrez simplement que le pare-brise doit être propre et pas cassé. S'il est cassé, vous pouvez le faire réparer chez un spécialiste. Il n'y a rien d'autre à dire. Si l'on vous demande où se trouve la commande pour désactiver l'airbag, elle se situe du côté passager. À l'avant du véhicule, vous ouvrez la portière passager et vous trouverez le commutateur on-off qui se situe sur le côté du tableau de bord. Je répète bien que pour y accéder, il faut impérativement ouvrir la portière côté passager. Dans la boîte à gants, 2 choses nous intéressent pour l'examen. Le gilet jaune à enfiler avant de descendre de la voiture lorsque vous êtes en panne et l'alcotest pour vérifier votre taux d'alcool avant de démarrer. Au niveau de la console centrale, vous pouvez voir le bouton pour la fermeture centralisée qui permet de verrouiller les portières de l'extérieur, le bouton correspondant au feu de détresse, ici le mode éco comme économie, le moteur est moins puissant
mais il consomme moins. Et ici, le bouton pour désactiver le Stop and Start. Le démarrage à arrêt automatique du moteur, par exemple à un feu rouge. Pour information, ici vous trouvez un autre aérateur réglable. Sous les boutons précédemment vus, les feux de détresse et fermeture centralisée, vous trouvez ces trois molettes. Ce sont les commandes de ventilation. Ici, la commande air froid ou air chaud. Le bouton du milieu correspond à l'air conditionné ou la clim si vous préférez. Ici, la commande de la puissance du ventilateur. Le bouton central, le recyclage de l'air. Cela permet de recycler l'air à l'intérieur de l'habitacle si l'air extérieur est pollué. Par exemple, si vous roulez dans un tunnel ou si vous êtes bloqué dans un bouchon dans un tunnel. Vous imaginez bien l'odeur qu'il doit y régner. Ce bouton permet de ne respirer que de l'air recyclé dans l'habitacle. Et ici, la direction de l'air. Par exemple, ici, de l'air au niveau de la tête. Tête et jambes, seulement les jambes, ou jambes et pare-brise avant. Ici, exclusivement l'air vers le pare-brise pour désembuer. Le bouton central correspond au désembuage de l'arrière. Celui-ci pour l'avant et le bouton central pour la vitre arrière. Pour le rétroviseur intérieur, on peut vous demander de le mettre en position nuit. Pour le faire, il suffit de pousser sur cette languette, ce qui provoquera l'inclinaison de tout le rétroviseur vers le bas. L'intérêt est que si vous êtes suivi par une voiture qui roule avec ses feux de route, vous ne serez pas ébloui par le reflet dans le miroir. Pour le volant, le klaxon se trouve au centre du moyeu. Vous pouvez appuyer n'importe où sur cette zone. Le klaxon fonctionnera. Du côté droit, vous trouvez la commande pour le téléphone. Vous n'êtes pas concerné car aucune question n'est posée à l'examen sur cette commande. Du côté gauche, par contre, vous avez sur le bouton du haut ici la commande pour le limiteur de vitesse et en bas la commande pour le régulateur de vitesse. Ces boutons ici servent à effectuer les réglages de ces deux fonctions. Ici, je vais vous montrer la commande des essuie-glaces. Ça correspond à cette manette du côté droit du volant. Tout d'abord, de gauche à droite. Si vous poussez cette manette vers l'avant, vous obtiendrez le lave-glace avec le jet d'eau à l'arrière. Cette même manette, si vous la tirez vers vous, donc vers l'arrière, vous obtiendrez le lave-glace avec le jet d'eau du pare-brise avant.
Ensuite, si vous voulez faire fonctionner les essuie-glaces en permanence, sous la pluie par exemple, vous devez actionner la manette vers le bas. Ici, comme vous le voyez, vous êtes en position 0, ça n'essuie pas. Vous descendez d'un cran vers le bas, vous obtenez l'essuyage par intermittence. Ensuite, si vous baissez encore d'un cran, l'essuyage en permanence, à vitesse 1. Et si vous baissez encore une fois d'un cran, vous obtenez l'essuyage permanent, toujours, mais plus rapidement, la vitesse 2. Ensuite, cette commande, qui est une bague rotative, vous la faites tourner pour positionner le curseur en face des gouttes. Chacune de ces gouttes représente en fait la vitesse d'intermittence des essuie-glaces. Si vous réglez le système par défaut sur la vitesse minimum, vous pouvez trouver que l'essuyage est trop lent. L'intervalle entre chaque essuyage ne vous permet pas de bien voir en temps de pluie. Il vous suffit simplement de tourner cette bague au fur et à mesure, selon votre volonté, et vous obtenez des battements plus rapides ou plus lents. À vous de choisir selon la pluie qu'il tombe. Enfin, cette bague, elle aussi rotative, vous permet d'actionner l'essuie-glace arrière. Actuellement donc à 0. Si vous positionnez donc ce curseur en face de ce segment, vous obtenez l'essuyage par intermittence de la vitre arrière. Si vous sélectionnez cette position, vous obtenez l'essuyage permanent de la vitre arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a le choix. Nous allons maintenant nous occuper de la commande à gauche du volant. Cette manette sert à actionner les feux de la voiture. Nous allons les voir donc de gauche à droite. D'abord, cette bague rotative. Par défaut, elle est réglée sur auto, comme automatique. Dans cette position, les feux, avant et arrière, s'allument selon l'éclairage extérieur. Vous n'avez pas à vous en occuper. Si l'on vous demande d'allumer des feux de manière manuelle en plein jour, il suffit de tourner cette bague de manière à positionner le schéma qui vous intéresse sur ce point. Ce schéma correspond au feu de position. Ensuite, vous avez ces deux schémas qui correspondent ici au feu de croisement et ici au feu de route. Lorsque vous positionnez donc cette ligne en face de ce point, vous commencez par les feux de croisement, par défaut. Si vous souhaitez basculer en feu de route, comme il est indiqué ici, il suffit de pousser la manette vers l'avant. Vous basculez donc en feu de route. Si vous voulez revenir en croisement, il suffit tout simplement de tirer la manette vers soi, vers l'arrière. L'intérêt de ce système est de pouvoir passer des feux de route aux feux de croisement rapidement, selon que vous ayez quelqu'un en face ou personne sur route ou autoroute. D'un simple geste, je pousse, je suis en feu de route, je tire, je reviens en feu de croisement. Ensuite, cette bague correspond au feu anti-brouillard. Ici, ils sont éteints. Le symbole du haut correspond au feu anti-brouillard arrière.
et le symbole du bas, au feu anti-brouillard avant. Enfin, pour terminer, les clignotants. Si vous poussez la manette vers le haut, vous obtenez le clignotant droit. Si vous l'abaissez, vous obtenez le clignotant gauche. Ces commandes se trouvent à gauche du tableau de bord, à son extrême gauche, à côté du poste du conducteur. Ce bouton permet de désactiver l'assistance à la trajectoire. La voiture surveille à l'aide des capteurs que vous roulez bien au milieu de votre voie. Si vous faites un écart à gauche ou à droite, le véhicule vous alerte par une vibration ou un signal sonore, ou les deux. Cette commande permet de régler la luminosité du tableau de bord, comme vous le feriez avec votre téléphone portable. Si la nuit vous le trouvez trop éclairé et qu'il vous éblouit, vous pouvez baisser cette luminosité avec cette commande. Enfin, ce bouton vous permet de régler les feux avant de votre voiture, vers le haut ou vers le bas. L'intérêt de ce système est lorsque vous transportez une lourde charge dans votre coffre. Forcément, la voiture très chargée à l'arrière aura une tendance à relever l'avant vers le haut, comme un pivot. À ce moment-là, il est utile de pouvoir abaisser temporairement les feux vers le bas. Bien sûr, lorsque vous allez décharger votre coffre, il ne faudra pas oublier de régler votre feu de manière standard. Sur le tableau de bord, voici les voyants que l'on peut vous demander à l'examen du permis. Tout d'abord, le voyant de batterie, ici, qui s'allume lorsque votre batterie n'est plus rechargée ou complètement déchargée. Ici, ce voyant indique un manque de liquide de frein. Évidemment, plus de liquide de frein, plus de freinage. Ici, ce voyant indique une perte de pression sur l'une des roues, probablement une crevaison. Ce voyant-ci indique un manque d'huile moteur. La conséquence, si vous laissez qu'il n'y ait plus d'huile moteur, est la casse totale du moteur. Ce voyant ici indique le serrage du frein à main, le frein du parking. Celui-ci indique une surchauffe moteur, une sorte de thermomètre plongé dans l'eau. Si vous continuez à rouler avec ce voyant allumé, le moteur cassera. Ce voyant ici indique une portière mal fermée. Ce voyant, une ceinture qui ne serait pas bouclée par l'un des passagers. Et enfin, ce voyant qui indique un niveau très bas de carburant. Les voyants que je viens de vous montrer sont ceux que l'on peut vous demander à l'examen. Toujours concernant les voyants, mais maintenant dans la catégorie éclairage, les feux si vous préférez. Ce voyant indique l'allumage des feux anti-brouillard avant. Celui-ci, le feu
anti-brouillard arrière. Celui-là, les feux de position. Et celui-ci, les feux de croisement. Avant, évidemment. Et pour terminer sur les voyants, voici le dernier qui correspond au feu de route avant de la voiture. Celui-ci. On peut vous demander aussi de montrer comment l'on règle les repose-têtes. Si vous souhaitez les monter vers le haut, il suffit simplement de les tirer vers le haut. Par contre, si vous souhaitez les faire redescendre, il faudra en même temps appuyer sur ce bouton pour permettre leur déverrouillage et donc pouvoir les baisser. Pour les sièges arrière, on peut vous demander si votre véhicule est équipé d'un système ISOFIX. Alors l'ISOFIX, ce sont ces systèmes que vous voyez ici, des points d'ancrage. Ils permettent de fixer les sièges bébés directement sur le siège sans avoir à utiliser la ceinture. La réponse est oui, la Clio 5, comme toutes les voitures récentes, en est équipée. L'intérêt du système est un accrochage facile et rapide.